Bien, bonjour les terminales STMG. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui eh bien en confinement, encore une fois, hein, à distanciel, on va dire. La semaine dernière, vous aviez le sujet d'étude sur le 11 septembre 2001, un événement géopolitique majeur à faire et à terminer. Je ne vais pas faire la correction ici, hein, je ferai la correction en présentiel avec vous, hein, parce qu'on avait 14 ou 13 questions. Et donc j'aimerais qu'on y passe un peu de temps, hein, quitte à y passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Je trouve que c'est quand même un événement très important et qui a été un tournant géopolitique. Donc il est quand même important qu'on y revienne ensemble. Donc je vous laisserai en gros une page, hein, pour la correction, soit dans votre cahier, soit, bon, si c'est une page de classeur, ben ce sera pas dur de l'insérer dans votre classeur. Et nous allons poursuivre avec le grand C, un monde plus complexe et plus dangereux depuis 20 ans, point d'interrogation. Euh, et pour voir, et pour répondre surtout à cette question, est-ce que finalement le monde est plus complexe et plus dangereux depuis 20 ans? On va voir dans un petit 1 que la puissance américaine est moins engagée dans les affaires internationales. Euh, on a vu, ou du moins, on sait que suite au 11 septembre 2001, des interventions vont être menées par les Américains, hein, notamment en Afghanistan en 2001, puisque c'était le lieu d'entraînement d'Al-Qaïda et de Ben Laden, puis en Irak, qui a été injustement accusé d'avoir aidé les terroristes du 11 septembre, mais qui était, alors que c'était plus un prétexte pour renverser le dictateur Saddam Hussein. Ces interventions extérieures menées par les États-Unis dans le cadre de la guerre du terroriste n'ont pas du tout apporté la paix attendue, hein. Le terrorisme n'a pas disparu, hein. Vous savez bien, hein, Al-Qaïda a mis longtemps à être détruite, puis elle a muté en quelque sorte, hein, puisque Daesh est un héritier d'Al-Qaïda. Et surtout, ces opérations extérieures des États-Unis, cette guerre contre le terroriste, ont fortement contribué à dégrader l'image des États-Unis dans le monde. Et c'est ce qui est illustré d'ailleurs par cette caricature à droite que vous avez sur le diaporama, où on voit la Maison Blanche qui est en ruine, en train de s'effondrer, et l'ancien président George Bush qui essaye de faire un peu ce qu'il peut pour limiter la casse et éviter qu'elle s'effondre totalement, hein, parce que c'est lui qui a mené les opérations en Afghanistan et en Irak. Et il crie suivant vite, et on voit le président Barack Obama, hein, qui est en photo ici, qui le regarde en ayant l'air un peu interloqué du boulot qu'il attend pour essayer de redresser, au sens propre comme au sens figuré, l'image des États-Unis à travers cette image dégradée. Donc Barack Obama, il est président entre 2009 et 2016, donc vous voyez qu'on se rapproche des années actuelles. Et lui, il a cherché à réduire l'intensité de l'action militaire de son pays dans le monde, autant eh bien pour des raisons économiques, hein, parce qu'intervenir dans le monde un peu partout, en Afghanistan, en Irak, ça coûte extrêmement cher, hein. Envoyer un missile, ça coûte extrêmement cher. Envoyer des soldats en mission, ça coûte extrêmement cher. Donc il a cherché à réduire l'intensité de l'action militaire de son pays dans le monde, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons diplomatiques. En effet, il veut rompre avec ce qu'on appelle l'unilatéralisme, c'est-à-dire quand une seule puissance prend des décisions toute seule, sans consulter les autres États. C'était l'unilatéralisme américain qui lui avait été notamment reproché au moment de l'intervention en Irak en 2003, où finalement les États-Unis étaient passés outre la non-autorisation de l'ONU pour pouvoir mener leur opération en Irak et renverser Saddam Hussein. Donc il veut rompre avec l'unilatéralisme de son prédécesseur, donc George Bush, ici, et renouer avec un certain multilatéralisme, c'est-à-dire d'essayer de prendre des décisions à plusieurs en collaboration avec d'autres États. Alors son successeur, donc pour sa politique, hein, il a été récompensé, hein, du prix Nobel de la paix, hein, qui est illustré ici, hein. Le prix Nobel de la paix est remis tous les ans par l'Académie Nobel en Suède et est censé récompenser la personne ou l'association ou le groupe de personnes qui ont contribué le plus à la paix dans le monde au cours d'une année. Donc on voit d'ailleurs un char américain avec marqué Afghanistan Surge, le président Obama est dans le canon, symbolisant finalement le fait qu'il a mis fin au tir de canon en Afghanistan, et donc on va lui remettre la médaille du prix Nobel.
Donc ici, c'est lors de son discours euh, devant l'Académie Nobel. Son successeur, pardon, avant d'en venir à son successeur, vous avez cette autre caricature qui montre un Barack Obama qui essaye de slalomer, d'enjamber les manifestations, les guerres, un peu partout dans le monde, et et ça symbolise en fait le fait que les États-Unis essayent d'éviter les conflits dans le monde, et notamment, il a été un peu reproché à Barack Obama de ne pas avoir été au bout de la défiance qu'il opposait au président Bachar el-Assad en Syrie, où il avait menacé le président syrien de représailles si celui-ci s'en prenait à sa population, et notamment utiliser des armes chimiques. Or, le président syrien a utilisé des armes chimiques. Le président français François Hollande a dit à Barack Obama, bon alors on y va, on envoie des bombes comme on l'avait dit, et Barack Obama va un peu reculer en fait, et de peur de devoir engager les États-Unis à nouveau dans un conflit euh, en dehors des États-Unis, et ça va lui être un petit peu reproché. Mais c'est finalement son successeur, Donald Trump, qui de 2017 à 2021 va revenir à une politique très unilatérale, c'est-à-dire que les États-Unis décident sans en référer à leurs alliés traditionnels, notamment les Européens, et même une politique plutôt égoïste. Euh, mais il va aller quand même dans le sens de Barack Obama, hein, en confirmant cette tendance à un certain repli américain. Vous savez, Make America Great Again, faire de de faire une Amérique grande à nouveau, une Amérique puissante à nouveau, et se concentrer sur l'Amérique, rien que l'Amérique. Bon, on voit que Barack Obama, sur la caricature de droite, lui avait tendance à prendre soin de la terre et la considérer comme fragile, alors que Donald Trump, avec un air renfrogné, a l'air de jouer avec la terre comme d'un ballon de basket. C'est un peu pour différencier ces deux présidents. Barack Obama avait plutôt tendance à avoir une sensibilité, on va dire, proche des, des personnes qui luttent par exemple contre le réchauffement climatique, qui luttent essayer de limiter la pollution sur Terre, etc. Alors que Donald Trump, c'est plutôt le capitalisme éclatant, et c'est un climato-sceptique, il ne croit pas au réchauffement climatique, il pense que ce sont des théories complotistes pour essayer de ralentir la croissance américaine. Donc tous les deux n'ont pas forcément non plus la même vision du monde sur le rôle que doivent jouer les États-Unis par rapport à la protection de la planète. Alors ensuite, dans un petit 2, nous allons voir l'émergence de nouveaux acteurs internationaux qui vont venir, entre guillemets, concurrencer les États-Unis. Donc d'abord, c'est l'ONU et d'autres organisations internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, que vous connaissez sous le nom de l'OMC, qui ont eu un rôle toujours plus important pour essayer de favoriser la collaboration entre les États. En effet, on est dans un monde qui est marqué par une économie de plus en plus globalisée, hein, vous le savez, la mondialisation, on a travaillé là-dessus en géographie, et aujourd'hui, dès qu'il y a une crise, par exemple une crise économique, ça prend tout de suite une ampleur mondiale. Par exemple, en 2008-2009, il y a eu aux États-Unis la crise des subprimes, donc une crise économique qui a provoqué un ralentissement économique mondial, et vraiment une profonde crise dans laquelle les États dans le monde ont mis pratiquement une dizaine d'années pour s'en relever. Et à peine s'en sont-ils relevés que de nouveau, une nouvelle crise, hein, la crise actuelle dans laquelle nous sommes, la crise sanitaire du Covid-19 en 2000, qui est partie de Chine, et qui est évidemment un nouvel exemple de cette économie de plus en plus globalisée. On s'en est rendu compte, par exemple, pour les masques. Au début de la crise, on n'avait pas de masques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. Et le coronavirus, il est parti d'où? De Chine pour aller vers les pays développés. Pourquoi? Parce que nous sommes très connectés par le biais des réseaux de transport aérien, par exemple. Et donc, c'est pas un hasard si ce sont surtout les pays du Nord, les pays riches, qui ont été les premiers touchés par l'épidémie, et que cette épidémie s'est surtout répandue extrêmement rapidement. Beaucoup plus rapidement, par exemple, qu'une épidémie de peste au Moyen Âge qui prenait des années et des années pour partir d'Asie, arriver en Europe. Aujourd'hui, une épidémie, en quelques jours, elle naît en Asie, elle arrive en Europe par le biais des transports. Donc, on est vraiment dans une économie de plus en plus globalisée. Alors, il y a des acteurs qui interviennent au niveau mondial, comme l'ONU, les organisations internationales qui dépendent de l'ONU, comme l'OMC. Et puis, au niveau des États aussi, il y a des acteurs qui interviennent. Et la puissance américaine est de moins en moins hégémonique, c'est-à-dire que les États-Unis sont de moins en moins les seuls à décider.
même si évidemment la puissance américaine reste encore très loin devant les autres, hein. Je vous rappelle que rien que dans le domaine militaire, l'armement américain, c'est un tiers des dépenses en armement sur Terre. Euh, Quelques puissances régionales ont émergé récemment, hein. Ainsi, on a le Brésil en Amérique du Sud, l'Inde en Asie. L'Union européenne, elle, s'est élargie, elle compte aujourd'hui 27 États, mais elle n'est pas parvenue à être une puissance politique dotée d'une politique étrangère cohérente. C'est-à-dire que la France veut faire quelque chose, l'Allemagne veut faire autre chose, l'Italie veut faire encore autre chose, les Espagnols aussi, les Grecs aussi. Vous savez, à 27, il est plus difficile de se mettre d'accord, évidemment, qu'à 5 ou à 6. Vous savez très bien, hein, vous êtes 30 dans une classe, et puis si je vous demande qu'est-ce que vous voulez voir comme film au cinéma, ça va être plus difficile d'avoir une unanimité avec 27 qu'avec 3 ou 4 personnes. Donc il est difficile d'avoir une politique étrangère cohérente. Elle est fragile, cette Union européenne, à cause de ses divisions. Par exemple, le Brexit l'a montré avec la Grande-Bretagne qui a quitté, du moins l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne. Et puis ben, l'Union européenne ne dispose pas d'une armée européenne, donc elle n'a pas d'éléments de puissance autre que sa puissance économique. Autre acteur qui se développe, on a le Brésil, pardon, pas le Brésil, on a la Russie, qui reste une puissance militaire majeure, hein, une grande puissance nucléaire, et qui est aujourd'hui de plus en plus active au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Turquie. Mais le plus grand changement de ce début de 20e siècle, de 21e siècle, pardon, vous le savez, c'est l'émergence de la Chine comme puissance, hein, ce qui est illustré par cette caricature où on voit le dragon chinois sur la deuxième marche du podium, avec le symbole américain, une sorte de jeune oncle Sam qui regarde le dragon chinois, qui le regarde lui-même d'un air un peu narquois. L'américain tient des documents avec ce qu'on a l'impression des missiles nucléaires, mais le dragon a l'air d'en être nullement impressionné. Ça montre le nouveau rôle de la Chine qui n'est plus vraiment impressionné par la puissance américaine. Donc évidemment, les Chinois sont encore loin d'avoir le poids des États-Unis sur le plan financier, sur le plan militaire, mais elle affiche, la Chine, néanmoins de très grandes ambitions. D'abord en Asie du Sud-Est, on va dire son précaré, hein, et même au-delà, aujourd'hui, hein, notamment on le voit dans ses investissements en Afrique, même en Europe, et même dans le monde entier. Et on le voit aussi par l'importance de ses exportations, hein. La Chine est le premier exportateur mondial, notamment de produits manufacturés, si on néglige l'Union européenne. Et ça fait de la Chine une vraie puissance mondiale. Une autre nouveauté, c'est l'existence de quelques très grandes entreprises présentes dans le monde entier, qu'on appelle des firmes transnationales, donc ces grandes entreprises qui ont des filiales dans le monde entier. Vous avez ici ce qu'on appelle les GAFAM, c'est l'acronyme formé de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et qui génèrent évidemment des milliards de dollars de chiffre d'affaires, et leur influence est immense dans certains domaines, notamment dans le numérique, hein, c'est qui en fait des acteurs internationaux incontournables, pardon, mais d'un nouveau genre. Alors ils ont été incontournables, notamment de plus en plus au niveau des élections, hein. On pense à Facebook. Les informations qui peuvent être publiées vont avoir d'énormes répercussions au niveau mondial. Et puis ces grands groupes internationaux vont avoir de plus en plus d'influence de par les emplois qu'ils génèrent, de par les chiffres d'affaires qu'ils génèrent, qui sont parfois supérieurs au PIB de certains États. Pour vous donner quelques ordres d'idées, hein, donc Apple a presque 230 milliards de dollars de revenus, hein. Il est spécialisé dans le hardware, c'est-à-dire comment dire, des appareils électroniques, hein. Et puis bon, vous le savez, hein, c'est l'iPhone, le Mac. Vous avez Amazon, donc qui s'est fortement développé avec la vente, notamment pendant le Covid avec la vente à emporter, les commandes sur Internet. Google, qui vit essentiellement de la publicité. Google vous cible, hein, et vous attribue des pubs ciblées qui vont être revendues à des annonceurs publicitaires. Microsoft qui vend des logiciels, on peut penser à Windows. Facebook qui vit également de la publicité, c'est gratuit. Mais évidemment, vous savez très bien, on vous le dit tout le temps, hein, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc, quand vous mettez vos données, votre âge, votre sexe, vos goûts, etc., eh bien, on crée un fichier sur votre nom et vous recevez ensuite de la publicité ciblée. Donc, Facebook, comme Google, vise de la publicité. Eh bien, ces grands groupes internationaux peuvent aujourd'hui peser et influencer des États de par leur chiffre d'affaires, de par les emplois qu'ils créent, de par parfois l'ingérence qu'ils peuvent avoir dans des campagnes. Je pense à Facebook, mais je pourrais rajouter Twitter si je veux, et d'autres réseaux sociaux.
Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec ce cours et je vous retrouve demain les terminales. À bientôt, sayonara et allez l'OM.